Et je vous annonce, aux surprises, que Swan Arlo est là. Et voilà, il est là. Donc je fais un petit résumé un peu des choses que tu as fait quand même. Parce que, évidemment, quand on est là après la leçon de piano, j'espère que vous n'avez pas cherché Swan dans la leçon de piano, parce que... Ou alors tu étais bien dissimulé dans le piano, hein, ça c'est fort possible. Mais ça fait partie des films, on lui a confié une carte blanche, et la carte blanche c'était autour du thème du désir. Et dans ces films-là, il y a eu Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, qu'on a présenté hier, hein, si je me souviens bien. Hein, voilà, ça paraît loin déjà. Donc ton autre film qui a été présenté hier soir, dont j'ai parlé un petit peu, le film de Claire Simon, Vous ne désirez que moi. Il y a ce film-là, La leçon de piano. Il y a India Song. Il y a Nelly et Monsieur Arnaud qui a été présenté cet après-midi, le film de Claude Sauté, dernier film de Claude Sauté. Et puis il y a un film formidable avec, alors là pour le coup, vous pourrez le chercher sur l'écran parce que c'est Perdrix, le film d'Erwan Leduc, où il joue le rôle du commandant Perdrix, parce que Perdrix c'est pas un film sur les oiseaux, c'est vraiment sur une famille étonnante avec Fanny Ardant qui fait de la radio dans son garage, avec Nicolas Maury qui étudie qu'est-ce qu'il étudie déjà dans le film là, des sons radioactifs là, c'est des vers, non, des trucs comme ça. C'est des vers, ouais, ça. Et puis il y a des anarchistes dans les forêts des Vosges qui sont tout nus, qui remettent le monde en question. C'est un film formidable, c'est une comédie poétique très drôle et très barrée aussi. Hein. Dis-nous quelque chose d'ailleurs sur ce réalisateur-là, Erwan Leduc. Et donc ça, c'est un film que vous pouvez voir ici, sinon je te passe le mien. Vous pourrez voir ici, jeudi soir, je crois que c'est à 21h, si je suis... Tu veux que je dise quelque chose sur Erwan Leduc ? Oui, parce qu'on va parler de toi, en fait. On ne va pas tellement parler de la leçon de piano, on va parler de toi et de tes rencontres. Mais en même temps, c'est un peu difficile parce que vous sortez de ce film. C'était bien ? Voilà. Bon, c'est un peu bizarre, du coup, de venir après, parler de moi après ce film-là. Mais c'est vrai que moi, je ne vois pas très bien ce que je peux vous dire sur ce film-là, parce qu'il parle tout seul. Voilà. Oui, sauf que si tu l'as choisi, c'est pas par hasard. C'est que ça fait partie des films qui t'ont marqué, donc c'est un peu de toi aussi. Oui. Parce que c'est un film très très fort. Et bon voilà, non mais je vais pas en parler, je suis désolé. Vous allez rester avec le film et puis on va parler d'autre chose. Non, on va parler du film qu'on peut voir jeudi soir, justement, Perdrix. Perdrix. Et Erwan Leduc, c'est son premier long métrage. Il a fait plusieurs courts métrages avant. Et c'est une sorte de comédie romantique, mais vraiment avec un ton particulier, puis une grande intelligence. C'est-à-dire que bon, c'est pas pour taper sur les autres, mais c'est vrai que parfois dans le cinéma français, sur les films comiques ou les comédies romantiques et tout ça, on a des choses qui sont un petit peu bon voilà, auxquelles moi j'adhère pas forcément. Et là d'un coup, c'est un film très étonnant. Avec un ton très particulier, un humour très particulier. Donc on adhère ou on n'adhère pas. Je pense qu'il y a des gens à qui ça peut ne pas plaire du tout. Mais c'est une sorte de petit voyage, quoi. De petit voyage. Bon. Puis on va dire que le désir va tomber sur ton personnage à travers le personnage d'une fille. Oui, voilà, c'est en fait un capitaine de gendarmerie dans un village des Vosges qui a une vie comme ça, un peu figée dans sa famille, à la gendarmerie où il se passe pas grand-chose. Puis il y a une fille qui est un peu timbrée, qui débarque comme ça et qui va semer le désordre et le désir dans sa vie et dont il va tomber éperdument amoureux. Et il lui dit cette phrase, à un moment, il lui dit « Tu es tout ce dont je rêvais, mais rien de ce que je pouvais espérer. » Quelque chose comme ça. Ouais, je crois. Ouais, c'est toi qui l'as interprété. C'est un moment maintenant. Donc, Alors, pendant que tu n'étais pas là encore, tout à fait, j'ai donc fait, pas un petit résumé, mais quand même raconté quelques trucs sur toi, et en disant qu'il y avait eu un déclic finalement par rapport dans ta carrière à toi et par rapport au public aussi, évidemment. Ça a été la fois où tu t'es retrouvé finalement avec un rôle important qui était celui d'un Petit Paysan. Et ça a changé les choses parce que tu me disais qu'avant, finalement, ce qui est terrible quand on est comédien, c'est d'avoir des petites choses à faire comme ça dans les films et de ne pas pouvoir développer finalement quelque chose.
Oui, bah en fait, c'est ça qui est un peu complexe dans ce métier, c'est-à-dire que quand on doit faire des petits rôles, quand on a quelques jours, quelques scènes, c'est toujours très impressionnant. D'abord, on ne connaît pas bien l'équipe, on arrive là, on est très angoissé, on a une scène, donc elle est très importante, on a beaucoup le trac, etc. Et quand on se retrouve d'un coup à avoir un rôle principal, eh bien, on est là tous les jours. On fait partie du processus de travail, du début à la fin, enfin en tout cas du tournage, et on fait partie de l'équipe. Et puis, s'il y a un jour où on rentre chez soi, on se dit bah, j'ai fait n'importe quoi, c'était nul, et ben on peut se rattraper le lendemain. Enfin voilà, il y a quelque chose du coup qui se détend un peu en fait et qui devient. C'est à cet endroit en fait que moi j'ai commencé à avoir l'impression de faire vraiment ce métier parce que je faisais partie vraiment de tout le processus de fabrication du film. Comment tu es arrivé sur ce rôle-là? Bah, en fait, c'est la directrice de casting qui s'appelait Judith Chalier, que je connaissais, qui m'aimait bien. Et donc Hubert Charuel, le réalisateur de Petit Paysan, d'abord il cherchait des gens. Donc lui, il vient de Haute-Marne, il est fils d'éleveur laitier. Et il cherchait des gens de chez lui, des non-comédiens, pour jouer ce rôle de paysan. Et puis je crois que, voilà, au bout de. Comme c'était quand même un rôle qui demandait. Qui demandait beaucoup d'investissement, et notamment émotionnel, etc. Finalement, il n'a pas trouvé, parce qu'il cherchait donc un non professionnel, il n'a pas trouvé, et il a commencé à avoir des acteurs. Et cette directrice de casting, Judith, lui a dit bah, tu devrais voir Swan et tout. Il dit non, mais moi je cherche pas du tout un petit parisien, là, petit acteur parisien, machin. Donc il y croyait pas du tout. Et en fait, moi je suis arrivé au casting et j'y croyais pas du tout non plus. Et il m'a dit tiens, ça c'est intéressant. Donc d'abord on s'est un peu marré. On a fait des essais, on a rigolé. Et puis surtout, je lui ai dit bah en fait, si jamais l'idée saugrenue de me prendre pour faire ce rôle te venait, il faut absolument que je fasse un stage à la ferme, que je passe un mois là-bas et que j'apprenne à faire les gestes, à faire ce métier, parce que sinon, ça ne sera pas crédible. Et je crois que c'est ça principalement qui l'a rassuré. Et voilà, et puis on est parti pour faire ce film qu'on a tourné dans la ferme familiale, qui était donc la ferme de ses parents, qui n'était plus en activité depuis 1 an. Ils jouent d'ailleurs, ses parents, dans le film aussi. Hein. Les parents jouent dans le film, et sa mère, qui était première au classement laitier du département, et tout ça, elle rigolait pas du tout. La mère Charuel, elle rigolait pas du tout avec la traite des vaches. Donc c'est elle qui m'a fait ma formation, et bah, j'ai pas rigolé du tout non plus, quoi. Je me suis vraiment retrouvé. Ils m'ont filé des cotes, une cote, des bottes, puis je me suis retrouvé là-dedans. Et voilà, et en fait, au bout d'une semaine, ils m'ont dit ah putain, mais t'es le meilleur stagiaire qu'on a jamais eu. Sauf qu'en fait, les autres stagiaires, ils savent qu'ils en ont pour une vie, quoi. Voilà. Moi, j'en avais pour 2 mois, donc évidemment, c'était beaucoup plus facile de s'investir avec un peu avec plaisir, quoi. En tout cas, la directrice de casting, elle a eu du nez, en tout cas pour toi, mais aussi pour celle qui joue ta sœur dans le film, qui est vétérinaire, Ouais. qui est Sarah Giraudot. Sarah Giraudot, qui elle aussi a été récompensée par un César pour ce film-là. Ouais. Aussi. Ouais. Donc c'est incroyable, quoi. C'est vraiment une histoire. Ça fait partie de ces belles histoires de cinéma où c'est un premier long. C'est vrai que moi j'ai vu ses cours avant. Qui sont très imprégnés effectivement de son histoire familiale et tout. Et là, tout d'un coup, on a l'impression que tout ce parcours a fait que ça débouche et que toi, finalement, quand on te voyait, je crois que pour la plupart des gens, ils se sont dit, putain, il a trouvé un mec là quand même. On n'a même pas pensé que tu étais comédien, quoi. C'est tellement tu étais juste. Tellement on avait l'impression qu'effectivement, tu avais trait des vaches, puis, etc. quoi. Donc c'est une belle histoire pour toi, ça. Parce que ta vie a changé à partir de là, non? Oui, ma vie a changé, ouais. En bien? Bah, je me suis installé en Haute-Marne, j'ai une petite ferme maintenant, j'ai une quinzaine de vaches. On fait un petit fromage qui est très sympa d'ailleurs, on en vend à la sortie, il est pas cher, 11 €, hein, n'est-ce pas Macha? Tu les dédicaces? Je peux les dédicacer. Oui, non, ma vie a changé. Bon, après, ce qui était très joyeux, c'est que d'un coup, avoir une récompense, arriver au succès, si on est engagé par un grand réalisateur,
Bon, voilà, certainement c'est formidable, c'est comme ça, mais là c'était justement pas ça du tout. C'est-à-dire que là, en fait, on était que des jeunes gens, que des inconnus. On a fait ce film tous ensemble, en sachant que le scénario était formidable, mais en se disant que de toute façon, ça ferait pas beaucoup d'entrées et que ça n'intéresserait pas grand monde. Mais on l'a fait avec amour, avec envie. Et d'un coup, ce film a pris, quoi. Et on a été récompensés tous ensemble. C'est-à-dire que lui, il a eu le César du meilleur premier film, Sarah a eu le meilleur second rôle féminin, moi j'ai eu le meilleur acteur. Et ça, c'était assez extraordinaire, quoi, parce que d'un coup, il y avait pas, c'est pas quelqu'un qui nous tirait vers le haut, quoi. C'était nous tous ensemble, on est arrivés là, alors qu'on ne visait pas ça du tout. C'est pour ça que c'est une belle histoire de cinéma aussi, parce que ça rejoint des grands films qui ont été faits où tous ceux qui participaient à ce film-là y croyaient. Ils ne faisaient pas ça pour l'argent, pour machin, pour ci, etc. Pas pour des raisons certes honorables, mais parce qu'ils y croyaient, quoi, tout simplement. Et que finalement, c'est la magie qui a fait que tout ça, finalement, tout le monde a été récompensé, quoi. Et le public. Oui, puis je pense que c'est un truc aussi, c'est un truc d'une période. C'est-à-dire qu'il fait un film vraiment lui parce qu'il vient de là, il fait un film sur des paysans. Et donc ce film, il a marché beaucoup plus dans toute la France, beaucoup plus dans les campagnes qu'à Paris. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés pour aller au cinéma, qui en fait n'y allaient pas forcément. Et là, ils se sont dit... D'ailleurs, il y avait cette histoire du titre. Ils ont dit, on va appeler le film Petit Paysan. Je dis, c'est à cause de moi Petit Paysan, c'est très humiliant. Et il dit, non, c'est parce que moi, mes parents, ils ont toujours dit, on est des petits paysans. Et je trouvais que c'était vraiment une idée à la con, quoi. Petit Paysan, c'est vraiment, là, on va se planter. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il a eu une idée très juste par rapport à ça. Et en fait, les gens se sont sentis concernés. C'était leur histoire. En tout cas, ça ressemblait à ce qu'ils vivaient. Et donc, ils sont venus. Et on s'est retrouvés dans beaucoup de projections, partout, dans des petites villes, en France, avec des gens qui, à mon avis, vont très rarement au cinéma et qui étaient en larmes, qui nous prenaient dans les bras. Donc, c'est aussi par rapport à la crise laitière, par rapport à tout un tas de choses. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans, mais sur les prix du lait... c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent à perte, quoi. C'est des gens qui travaillent et le prix du litre auquel eux vendent, ils sont en déficit tous les mois, ils sont en déficit. C'est des gens qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il y avait un état de crise en fait sociale qui fait que les gens se sont reconnus dans ce film. Et la chose supplémentaire, c'est qu'en même temps, il en a fait un film de cinéma, c'est-à-dire que le film flirte avec le fantastique. Il a inventé une maladie, parce que c'est pas la vache folle, c'est une maladie inventée, etc. Et il a vraiment fait un film de cinéma. Donc à la fois, il a réussi à faire venir tout un milieu comme ça, un peu d'intelligentsia, enfin en tout cas des gens du cinéma, et des gens des campagnes qui travaillaient dans l'agriculture ou avec des animaux. Voilà. Donc, mais bon, ça arrive, je sais pas, moi, ça arrive une fois tous les 10, 20, 30, 50 ans. C'est une forme de hasard, quoi, entre le film et l'époque. Ça tombait au bon moment. Dans l'air du temps. Là, dans l'air du temps. Dans l'air du temps, véritablement. Et donc, à partir de là, toi, tout d'un coup, il y a eu des projets qui te sont arrivés, il y a des choses qui se sont concrétisées que tu voulais faire, tu as eu des rencontres En tout cas, disons que moi, petit Parisien, petit comédien, etc., d'un coup, les gens se sont dit « Ah putain, merde, en fait, il peut jouer un paysan. » Et donc, ils se sont rendus compte, parce que c'est quand même la base de notre métier, hein, c'est de jouer des choses qu'on n'est pas forcément, mais parfois on manque un peu d'imagination. Et donc, ce film a permis à ce que plein de gens puissent projeter autre chose sur moi. Que ce que tu as d'habitude, même s'il y avait eu une montée en puissance avant, quand même pas. De rôle en rôle, que ce soit à la télévision ou au cinéma, il y avait une montée en puissance finalement. En puissance, je sais pas, mais une petite montée. De ta présence. Oui, je pense aux anarchistes il y a eu un certain nombre de films comme ça. Et donc là, tout d'un coup, on avait l'impression d'un aboutissement
Et derrière, ça a suivi quand même. C'est ça qui est assez... derrière, après, oui. Après, il y a des propositions. Et donc, il y a cet endroit extrêmement confortable et luxueux que certainement tout acteur cherche, c'est-à-dire d'avoir le choix, de recevoir des trucs et de dire ça oui, ça non. Et donc, à partir du moment où on a le choix, on peut faire que des choses qu'on a vraiment envie de faire. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant, c'est comment toi tu opères ces choix. Parce que j'ai l'impression que tu es très sensible finalement à certains sujets qu'on t'apporte ou qu'on te donne, puis pas à d'autres du tout. C'est quoi? C'est par rapport à la création d'un rôle, c'est par rapport au contenu d'un film, c'est par rapport au réalisateur, c'est par rapport à quoi? Non, en fait, c'est assez intuitif. C'est-à-dire que en fait, mes choix, ils sont pas Parce que tu t'es pas beaucoup trompé depuis quand même. Ouais, ça va venir. Hein. Pas désespéré. Des trucs qui vont tomber là, à mon avis. Bon. Non, mais c'est pas des. Enfin voilà, il n'y a pas de choix stratégique en fait, c'est des choix émotionnels. C'est-à-dire qu'un scénario, c'est ça qui est terrible. Un scénario, en fait, c'est claqué en 20 pages, quoi. C'est-à-dire que 20 pages où tu vas te faire un café, tu vas fumer une clope, tu vas aux toilettes, je sais pas quoi, ou alors tu es accroché et tu es déjà à la fin. Voilà. Et à partir du moment où à 20 pages tu décroches, c'est qu'il y a un souci, quoi. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que soi-même on n'adhère pas ou que c'est pas notre endroit. Donc en fait, c'est des choix purement émotifs, quoi. Intuitifs. Et quand, je sais pas, quand François Ozon, par exemple, te contacte, enfin j'imagine qu'il te contacte, ou c'est son agent, ou je ne sais pas, pour un sujet aussi fort que celui de Grâce à Dieu, qu'est-ce qui prévaut là-dedans? C'est la force du sujet, c'est Ozon, c'est quoi? Non, mais quand François Ozon me contacte, bon, alors déjà je me dis François Ozon me contacte, ok, super, j'étais content. Et puis j'arrive, il me reçoit dans ses bureaux et tout ça, et puis là il commence à me raconter l'histoire du film, donc pédophilie dans l'église et tout. Et là je m'enfonce dans le c'est pas un fauteuil, c'est un putain de canapé de... Bon, je m'enfonce dans le canapé, quoi. Il me dit François Ozon, on connaît François Ozon quand même, il est toujours sulfureux, il est toujours... Je dis la pédophilie, François Ozon. Mais jamais de la vie je vais faire un film pareil. Enfin, je veux dire, ça va. Qui va nous faire des gros plans? Non, c'est pas possible. On voit bien les films qu'il a fait, enfin certains. Oui. C'est pas possible. Surtout dans les premiers, il y avait vraiment des choses très provocantes. Ouais. Et puis bon, et en fin de compte, j'ai lu le scénario et il s'est trouvé que le scénario était très pudique et qui s'était. Alors lui, au départ, il avait voulu faire un film sur la fragilité des hommes. C'était l'idée qu'il avait, donc il a fait plein de recherches, etc. Et à un moment, il est tombé sur une association comme ça, La Parole Libérée, sur des gens, donc des adultes qui avaient monté une association, qui étaient eux-mêmes victimes de pédophilie dans l'église, etc. Et qui luttaient donc contre le père Prénat, le cardinal Barbarin, pour obtenir justice. Et en fait, il ne s'est basé que sur les témoignages, le dossier qu'on lui a donné. On entend beaucoup parler d'ailleurs j'allais dire le leader de celui qui a créé. Actuellement, on l'entend beaucoup. François Deveau, là. Oui. François Deveau, on entend beaucoup parler. Ouais. Oui, bah là, il y a eu le rapport Sauvé. Il y a quand même 330 000 victimes en 50 ans. Ouais. C'est vrai que ça commence à faire... il est temps qu'on s'en rende compte en même temps. Ouais. Et ça a été une expérience aussi certainement étonnante, parce que tu es marquant dans ce rôle-là, quoi. On n'oublie pas les rapports entre, je sais pas, même avec Josiane Balasco, tout ça qui est étonnant. Ah bah avec Josiane, c'était super. C'était super. Mais non, bah ça, après ce film, la préparation du film, elle est très compliquée parce que du coup, comme moi j'aime bien avoir un peu de la matière, tout ça, il m'a filé une clé avec tout un tas de reportages, de trucs à regarder. Et bon là, c'est catastrophique en fait, quand on met le nez là-dedans. Quand on rentre dans le détail, parce que le film a quand même cette pudeur et cette intelligence de ne pas rentrer dans le détail, mais si on rentre dans le détail, c'est vraiment absolument catastrophique. Donc ça m'a rendu malade. En fait, au bout de 2 semaines, je lui ai ramené sa clé, je lui ai dit c'est bon, je ne veux plus en entendre parler. Et puis après, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'après on est au travail, et qu'en fait c'était hyper joyeux. C'était vraiment joyeux, ce tournage. Même si ce qu'on racontait était très dur, c'était joyeux. Et puis, alors François, alors c'est marrant parce que c'est assez rare, mais donc Claire Simon, dont on a présenté le film ici, c'est pareil, mais François, il cadre. Donc il est derrière la caméra, donc il est là, donc il y a quelque chose d'assez organique.
C'est-à-dire qu'il est avec ses acteurs dans le secret, quoi, dans le secret du jeu. Et il dirige à la voix pendant les prises. Et ça, c'est assez phénoménal. Donc, j'ai une scène, par exemple, avec ma compagne. Et pendant la prise, il me dit « tape là ». Il me dit « tape là, je sais pas, colle une gifle ». Et juste derrière moi et tout, et bim, j'ai collé une énorme gifle. Donc l'autre, voilà, bon, normal, il fallait en prendre une, quoi. Et du coup, une prise, quoi. Une prise terminée, merci, au revoir. Oui, parce qu'elle n'était pas au courant avant. Elle n'était pas au courant, donc du coup, la prise est super. Elle a pris une tarte, voilà, bon, elle a reçu. Alors que si au scénario, il y a marqué, il va lui en coller une, tout ça. Une fois, ça va être dans l'oreille, une fois, ça va être dans le cou. Tu vois, il va y avoir 5 gifs ratés, 5 gifs qu'elle va anticiper. Et du coup, on va passer beaucoup de temps à faire ça et à chercher une vérité là-dedans. Bon. Et donc, François, il a ce truc de diriger pendant la prise, de donner une indication qui est souvent assez troublante. Mais c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup porté, en fait, parce que j'avais rien à faire, quoi. J'étais là, et puis je l'écoutais, et lui, il filmait, donc voilà. Après, je ne suis pas vraiment responsable du résultat, hein, c'est lui... Oui, bien sûr, mais quand même, un petit peu... Mais il n'est pas le seul à travailler comme ça. J'ai écouté très récemment une longue interview de Ken Loach qui travaille un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il ne donne pas à ses acteurs avant, il ne leur indique pas vraiment les choses qu'il y a à faire. Et c'est au moment, finalement, du tournage où il va tout d'un coup donner des indications parce qu'il dit que c'est le premier geste qui compte, quoi. C'est la première réaction spontanée qui va faire la vérité aussi des personnages. Et puis là-dessus, tu te ramasses un deuxième César. Meilleur second rôle, ça fait quoi? Je sais pas, 2 ans après, quoi. C'est fou, quoi. Ça fait moins sur un sujet délicat, quoi. En plus, sur un sujet qui... voilà, oui, l'année Roman Polanski. C'est l'année Roman Polanski, en plus. Ouais. Donc, ça, voilà. Du coup, j'étais à la bonne place. Oui. Ça, non, mais c'est quand même pas mal. J'avais pas grand-chose à faire, j'étais à la bonne place, quoi. T'as dit quoi, alors, au César? Parce que je crois que je sais pas, t'as pas regardé? Si, j'ai regardé, mais j'ai un peu oublié quand même. Je me souviens que c'était bien. Voilà. Non, oui, c'est ce que je te disais à table. C'est que le deuxième, en fait, il fait quand même moins d'effet que le premier. Enfin, en tout cas, c'est pas pareil. Le premier, il est très déstabilisant. Il est très... un truc un peu comme ça, très inattendu et tout. Et le deuxième, on se dit, ouais, carrément, en fait. Carrément, quoi. Je vais chercher le deuxième. Voilà. Et à quand le troisième, à quand le quatrième? Non, mais... T'en as fait quoi, tes deux Césars? Ils sont à la cave. Ils sont à la cave. Ouais. Ils sont à la cave. Tu veux pas être impressionné le matin quand tu te réveilles en les voyant? Je lui ai raconté tout ça à table. Ouais, c'est pour ça que je le ressors. Du coup, là, il fait genre... ils sont les Césars. Oui, ils sont bien mieux à la cave. Mais non, en fait, le premier, il peut y avoir une chose un peu, un peu hasardeuse, quoi. Il s'est retrouvé là avec des vaches et tout. Bon, ça s'est bien passé, pof, il a un César et tout. Mais le deuxième, c'est comme une forme de reconnaissance un peu assise, quoi. Ouais. Il y a quelque chose où on te dit, ok, d'accord, on t'a accepté, on t'aime, parce que c'est quand même ça, hein. C'est quand même des gens qui disent on t'a accepté. Plus que tu es bien dans ce rôle. Enfin, il y a évidemment toujours ça, mais je veux dire, c'est pas parce que il y a plein de gens qui sont bien et personne leur donne de récompense, quoi. Ta maman était fière. Ma maman, on va vraiment parler de ma mère là? Non, je disais ça comme ça parce que à la remise des Césars, tout le monde remercie sa maman, son papa, etc. J'ai pas remercié ma mère, mais c'est vrai qu'elle y est pour beaucoup. Et donc, on va pas parler de tes parents. Non, ma mère elle était très émue pour le premier. Pour le premier César, elle était très émue. Quand même un petit mot sur ta maman, c'est peut-être qui t'a fait monter sur scène au théâtre, parce que tu fais du théâtre aussi. Ouais. Peut-être pas, mais comédien de théâtre. Tu as même joué à un officier de la Wehrmacht. C'était ta première pièce, je crois. Ouais. Première pièce comme comédien. Ouais. Un enfer. C'était un enfer. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais fait le film dont tu parlais, Les émotifs anonymes de Jean-Pierre Améris avec Isabelle Carré. Et ma mère avait un projet de théâtre, un texte qui s'appelle Une femme à Berlin. Et donc, c'est un texte anonyme au départ, mais maintenant on connaît son nom à cette femme.
Mais en tout cas, bref, c'était un texte anonyme, une femme qui était journaliste, je crois, et qui, en 1945, à l'arrivée des Russes dans Berlin, écrit une sorte de journal absolument catastrophique. C'est-à-dire que l'idée, en gros, c'est de choisir le plus gradé des Russes pour que ce soit celui-là qui te viole pour te protéger des autres. Voilà. C'est bon, oui, le décor est planté. Et donc, mais tout ça en même temps avec une écriture assez légère, assez distante. Enfin, c'est un texte vraiment très fort. Bon, ma mère met en scène ce texte avec Isabelle Carré. Et donc, c'est cette femme qui, au retour, en fait, donc il y a eu ça en Allemagne en 1945. Il y a eu le retour des soldats de la Wehrmacht qui sont rentrés chez eux et qui ont retrouvé pour beaucoup leurs femmes violées. Et c'est quelque chose qui est resté tabou pendant longtemps. En fait, ils n'ont pas supporté de retrouver leurs femmes violées. Et donc, pour beaucoup, ils les ont reniées, quittées. Enfin, bref. Donc, cette pièce raconte ça. Elle, son mari revient, donc c'est moi. Et elle lui raconte. Elle a son carnet, elle lui raconte ce qu'elle a vécu. Et donc, je parle beaucoup. Bon, non, c'est bien, c'est bien. Donc bref, Isabelle Carré, qui tourne dans ce film avec moi, où j'ai un petit rôle, etc., dit à ma mère, elle dit, mais en fait, parce qu'elle devait avoir peur des autres, ou elle ne voulait pas se retrouver avec un relou, je sais pas quoi, elle dit, mais pourquoi ce serait pas Swan qui jouerait ce mec de la Wehrmacht? Et donc là, évidemment, ma mère dit, mais ouais, c'est super, c'est une super idée. Voilà. Ouais, et moi, je trouvais que c'est vraiment une idée à la con. D'Isabelle, alors. Ouais, c'est une idée d'Isabelle, puis de ma mère. Enfin, bon, c'est une espèce de, comme ça, vraiment des gens qui se liguent contre toi, quoi. et qui arrivent à plusieurs. Il y en a un à droite, un à gauche, t'es cerné, tu peux plus rien faire. Et tout le monde te dit, c'est quand même au rond-point, à Paris, tout ça, tu peux pas dire non. Tout ça. Donc j'ai fini par dire oui. Et j'ai vécu un enfer. Un enfer. Parce que j'étais sur scène pendant 1 heure et je ne disais rien. J'arrivais et elle me lisait son cahier. Elle me racontait qu'elle était violée. Elle me racontait... Le texte est très très beau, hein. Mais moi j'étais quand même le représentant des enfoirés, enfin je veux dire des hommes, sur scène, le seul spectateur sur scène à subir ce discours-là. Et j'avais jamais joué au théâtre de ma vie, j'avais aucune formation théâtrale, donc je me retrouvais dans un grand théâtre à Paris devant plein de gens qui étaient là devant moi, ce qui n'arrive jamais au cinéma, et j'étais terrorisé. Voilà. Sauf le dernier soir. Bah oui, c'était fini. Voilà. Et ça forme tout ça quand même, quelque part, hein, certainement, j'imagine. Peut-être. Alors, parle-nous, parce que j'en ai dit deux, trois mots tout à l'heure comme ça, mais comme c'est un film que vous allez pouvoir voir ici en avant-première, on a déjà passé hier, mais il sort en février, je crois, début février, ce film de Claire Simon, Vous ne désirez que moi. Là encore, c'est une aventure incroyable quand même pour toi, parce que c'est alors c'est presque, c'est pas du théâtre, hein, mais c'est finalement 2 comédiens face à face, quoi, qui jouent des rôles graves quelque part, enfin surtout le tien. Bah, disons qu'en fait, ça c'est un entretien qui a vraiment eu lieu. Donc Yann Andrea, qui était le dernier, enfin qui est l'homme qui a partagé la vie de Marguerite Duras jusqu'à sa mort, qui était en gros, qui était fan d'elle. En tant qu'étudiant, il avait lu Duras, il était devenu fan, il lui a écrit pendant 6 ans, et il se trouve qu'au bout de 6 ans, il la rencontre, et à partir du moment où il la rencontre, il ne la quitte plus, et il rentre dans sa vie jusqu'à sa mort. Il était homosexuel, il avait 38 ans de moins qu'elle, et pour autant, il est rentré dans cette relation, dans cette passion. Il a appris la sexualité, en tout cas la sexualité avec une femme. Et au bout de 2 ans de relation, après une tentative de suicide, il fait un entretien avec Michel Manceau, qui était journaliste, écrivaine, qui était une amie de Duras, enfin une amie à eux. Il fait un entretien avec elle pour raconter son histoire, puisque Marguerite Duras, c'est elle qui dispose du langage, c'est elle qui raconte les histoires. Elle avait écrit là-dessus, oui. Et puis elle l'a totalement intégré. Il fait partie, il est dans ce qu'elle écrit, il est dans ses films, etc. Donc à un moment, lui, il a besoin d'écrire, en tout cas de raconter son récit de cette histoire, où il est sous l'emprise de cette femme, et à la fois il est totalement amoureux.
Voilà, et donc c'est cet entretien qui a vraiment existé et qui ensuite donc, est resté chez Michel Manceau jusqu'à sa mort, qui à sa mort a été récupéré par je ne sais qui. Et les cassettes d'enregistrement ont été données à sa sœur à lui, à Yann Andrea, et sa sœur a fait publier le texte. Et donc c'est ce texte-là qu'on joue. Donc c'est Emmanuel DeVos qui joue Michel Manceau, et moi je joue Yann Andrea, et je dis ce texte pendant 1h30. Et c'est fascinant. On l'a découvert, pour beaucoup hier soir. Je crois qu'il y avait une écoute, un silence et une écoute dans la salle qui était vraiment tout à fait étonnant. Je crois que tout le monde a été bluffé par vos performances à tous les deux, parce que je ne sais pas si on peut utiliser le terme de performance, mais il y a une telle force qui sort de cette rencontre et de ces mots qui sont prononcés et de la mise en scène de Claire Simon, qui réussit à faire de quelque chose qui aurait pu être austère autre chose, justement, où on est captivé. Là encore, c'est une aventure. Je ne sais pas, j'imagine que vous devez... tu dois attendre la sortie du film avec une grande curiosité pour voir les réactions qui vont être à ce film-là, quoi, non ? Oui. Oui. Non, je sais pas. Après, on fait pas... Oui. On fait pas vraiment les films pour attendre les réactions. On est ravis... justement, pourquoi tu as fait ce rôle-là ? Pourquoi tu l'as accepté alors que ce n'était pas un rôle dont tu te sentais très proche ? Je l'ai accepté parce que le texte est incroyable et que j'avais envie de dire ce texte. Parce que ce texte est incroyable, qui parle d'amour, il parle d'acceptation, de passion, de soumission. Et c'est un homme... Alors, bon, c'est pas du tout... c'est pas pour faire un lien avec Ozon, etc., mais ça revient... C'est un homme, en fait, qui parle de sa fragilité. Et c'est assez rare, en fin de compte, aujourd'hui, d'avoir le discours d'un homme qui parle de sa fragilité, en tout cas là, de sa soumission à cette femme, à l'amour. J'ai trouvé ce texte magnifique et je me suis senti très personnellement concerné, même si pour autant ça racontait pas du tout mon histoire. Mais il y a quelque chose d'universel dans ce que ça raconte. Donc voilà, j'ai été bouleversé par ce texte. Puis après, j'ai rencontré Claire Simon, que j'aime beaucoup et qui est une femme, une cinéaste qui a cette espèce de côté comme ça totalement obsessionnel, de chercher. Et c'est une chose, malgré tout, qui est assez rare. De mon point de vue, puisque évidemment je ne vois pas tout, mais je trouve que dans le cinéma qu'on nous donne aujourd'hui en France, que malgré tout c'est devenu assez rare. Aussi, d'ailleurs, pour des questions des systèmes de fabrication, pour des questions de moyens qui nous sont donnés, etc., on a peu l'espace, en fait, pour chercher. Et si le cinéma est un art, et le 7e art, l'art, en fait, c'est de chercher, c'est de faire 15 fois le même tableau pour peut-être, à la 17e fois, arriver à peu près à quelque chose. Et encore, si on interroge les artistes, ils diront toujours qu'ils ne sont jamais arrivés à ce qu'ils visaient. Voilà. Et le travail avec Claire, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que pendant une semaine, on travaille. Le week-end, elle regarde les rushs, elle monte, elle arrive le lundi, elle dit c'est super, hein, mais on va recommencer parce que c'est pas ça. Et on recommence. Voilà. Et c'est formidable en fait d'avoir cet espace-là de travail. Alors après, c'est aussi le film qui permet ça, parce que là, c'est 2 personnes dans des fauteuils en train de parler. Donc on a ce même décor pendant 2 semaines, on a du temps, même si c'est un temps court, mais on a quand même du temps pour faire et refaire les choses. Et ça, en effet, c'est assez rare. On a des films où on change de décor tout le temps, ça, on ne peut pas y revenir. Mais c'est un pari, en fait, c'est un pari assez risqué, et qu'elle a, je crois, vraiment maîtrisé de bout en bout avec brio, grâce à François qui nous a produit, qui a cru à ça aussi, qui nous a donné, qui nous a laissé cette possibilité en fait de chercher. Mais j'insiste là-dessus parce que c'est idiot, mais en fait, la plupart du temps, on a une journée dans un décor, on fait une scène, même si elle est pourrie, mais c'est terminé quoi en fait. Le lendemain, on fait autre chose, c'est terminé. Tu te débrouilles avec ce que tu as.
Alors qu'en fait, non, tu peux rentrer le soir et te dire, c'était pas ça. Donc on va refaire. Et si tu as l'occasion de refaire, voilà, peut-être tu te rapproches petit à petit de la vérité, même si tu ne peux jamais l'atteindre. Bref, je fais un peu des grandes phrases. Tout ça pour dire que ce travail avec Claire, c'était ça. Et c'était ça qui était merveilleux. Et puis, on est 10 personnes, c'est une petite équipe, on est là. On fait 4 prises par jour, parce qu'on faisait des prises de 45 minutes. Donc on fait 4 prises par jour. On refait le lendemain. On est là, on prend le temps. On regarde, on discute, on réfléchit. Et le résultat est bluffant, quand même, étonnant. Bon, en tout cas, moi je suis assez fier du résultat. Non pas de moi, mais de ce que Claire a fait, oui. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui voudrait poser une question sur ce qui lui fait envie par rapport à Swan ou... Qu'est-ce qui vous fait envie par rapport Enfin, quand je dis que vous fait envie... Non, mais je t'en prie, Jean-Pierre. Voilà, je t'en prie. Qu'est-ce qui vous fait envie Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je voulais vous parler du film Comment je suis devenu super-héros, qui est sorti sur Netflix. Je vais y aller. Je vais aller au... Non. Où sont les toilettes? Oui. Non, en fait, je trouvais que c'était plutôt un pari assez réussi. Merci. Comme film, c'était un peu un blockbuster français de super-héros qui osait un petit peu se frotter un peu à ce genre-là. Et dedans, vous jouez un méchant. Et on vous a pas vu souvent jouer des méchants dans votre carrière, enfin, pas moi en tout cas. Et c'était assez... on voyait que vous aviez l'air de vous amuser un petit peu quand même dedans. Et je voulais savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette expérience. Voilà. Tu peux resituer un peu le film, parce que tout le monde ne connaît pas forcément... Alors, c'est un film que j'ai tourné il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle donc Comment je suis devenu super-héros. Un réalisateur qui s'appelle Douglas Attal, c'est son premier film. C'est vraiment un film de super-héros, quoi. Un film de super-héros français. Je veux dire premier degré, quoi. Avec un casting un peu... Il y a Pio Marmaille, Leila Bekti, Benoît Poulvorde, Vima Laponce. Et donc, oui, j'ai accepté ce film parce qu'il m'a proposé de jouer le rôle du méchant. Et que ça, dans une vie d'acteur français, c'est un peu genre, est-ce que tu veux bien jouer le méchant dans James Bond, quoi. C'est un truc, on ne te le proposera pas 2 fois. Donc, d'abord, j'ai dit non, évidemment. En disant... J'ai l'impression que tu dis souvent non au début, non? Non, pas souvent, mais parfois, oui. Et là, j'ai dit non parce que le rôle du méchant n'est pas très bien écrit. Et donc, du coup, on a fait une discussion à 3 et tout ça. Et puis, ils ont un peu réécrit. Et c'était mieux. Et donc, je l'ai fait. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. J'en ai fait des grosses caisses. Et ça, c'est vraiment un truc dans le cinéma français qu'on ne peut pas se permettre. Parce que ça correspond à la langue aussi, je pense. On est dans un jeu minimaliste, quoi. C'est-à-dire qu'en faire le minimum, c'est déjà en faire trop. Et vraiment, moi, ça m'arrive très souvent. Je fais ça, je fais et on me dit non, tu peux faire un peu plus. Je dis, ah, j'en fais déjà beaucoup là, non? Et après, tu vas voir au combo, tu fais oui, c'est vrai que c'était pas beaucoup, mais t'as l'impression que c'est trop. Et là, d'un coup, il y a un espace, c'est un film de super-héros, donc tu peux faire comme ça, et c'est pas trop, c'est pas grave. Bon, après, je dois avouer que moi, quand j'ai vu le film, j'étais extrêmement gêné. Je me suis dit, t'en fais vraiment des caisses. Bon, après, le problème, c'est que c'est un film qui était destiné au cinéma, et qui, après le Covid, après une sortie repoussée, puis une sortie repoussée, puis je crois 4 dates de sortie repoussées, le film est finalement sorti sur Netflix. Et que je dois avouer que ma tronche sur un petit écran qui fait comme ça, c'est vraiment ridicule. Alors que sur un grand écran et tout, ça avait de la gueule. Et voilà, donc mais bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que j'ai de la peine à voir ce film. Enfin, je parle juste pour moi, après les autres, ils sont super. Hein. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais quand je regarde le film, je me dis que c'est peut-être... C'est communicatif? Ouais. Tu l'as vu, Jean-Pierre? Ah, pas du tout. Ah ouais, parce que tu dis ouais, comme si tu disais ouais. Oui, je disais pour qu'il parle plus fort. Ah oui. Juste ça. Non, moi je l'ai pas vu du tout. D'ailleurs, je connaissais le titre, mais je comprends mieux parce que c'est sorti sur Netflix. Oui, c'est ça. Et comme jusqu'à présent, je
suis pas très plateforme, j'ai tellement de choses à voir en salle que je peux voir les films en salle. Mais malheureusement, il sortira jamais en salle celui-là. Donc non, il sortira jamais en salle. Non. Voilà. Et donc vous avez dit, parce qu'on n'a pas bien compris votre propos. Attendez, le micro est là. Je disais qu'en fait, c'était assez communicatif à l'écran dans le sens où c'est vrai que vous en faites un peu des caisses dedans, mais ça fait partie du jeu en fait, comme un méchant de James Bond en fait. C'est vrai qu'il y a souvent, par exemple, dans le film, à un moment donné, où il y a vos hommes de main et il y en a un qui vous dites la prochaine fois, toi je te bute. Je crois qu'il y a un truc comme ça, une réplique dans ce genre-là. Et il y avait un truc un peu original, je sais pas, ou quelque chose qui sortait de l'ordinaire un petit peu et. Ouais, c'était vachement plaisant, je sais pas. Donc, c'est gentil. Et ça changeait un petit peu d'habitude. Oui, voilà, c'est ça. Ça change d'habitude. Et après, ce que j'ai essayé de voir avec eux quand on a discuté sur la réécriture, etc., j'ai dit, moi, si je joue un méchant et tout ça, il faut pas vraiment faire un mec hyper costaud et tout. Ça va pas le faire. Ça va pas marcher. Donc, il faut faire un enfant capricieux. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on a vraiment joué sur cette idée de l'enfant capricieux, quoi. C'était plus mon créneau que le mec hyper costaud. Et à la fois, vous arrivez à le rendre humain et en même temps assez terrifiant, moi, je trouve. Donc, il est plutôt effrayant, il est plutôt... Voilà. C'est gentil. Merci. C'est une nouvelle dimension qui s'offre, là, pour les futurs méchants. Il y a d'autres questions dans la salle ? Quelqu'un qui... Oui ? Non ? Là-bas, je crois, il me semble. Il y a quelqu'un là-bas. Malgré le fait qu'on ait le fond jaune en... Bonsoir du coup. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez une méthode de travail particulière quand vous abordez un rôle ou si c'était plutôt selon le personnage, selon le rôle. Oui, non, j'ai vraiment aucune méthode. Ça dépend vraiment des films. Notamment Petit Paysan, par exemple, c'est très clair. En fait, il faut passer du temps à la ferme, il faut apprendre à faire les gestes, à s'occuper des vaches. Ça, c'est le travail principal. Après, d'autres films, Les Anarchistes, par exemple, d'Elie Wajman, il m'avait filé une liste de bouquins. Donc, l'anarchisme, l'invention du terrorisme à Paris, le premier attentat en face de la gare Saint-Lazare dans un restaurant, et toute la pensée anarchiste qu'elle a avec, et à quel moment on passe à la lutte armée, tout ça, qui fait que... Et l'histoire de la commune, et des enfants des communards, et des Versaillais, et qui fait que quand on prononce une phrase... Moi, mon personnage, il disait mes parents ont émigré en Espagne pour fuir les Versaillais. Donc, on peut dire cette phrase comme ça, et peut-être tout le monde peut l'entendre. Mais par contre, une fois qu'on a lu les bouquins et qu'on sait ce que ça veut dire, on peut la dire en sachant ce que ça veut dire. Voilà, donc parfois, les livres, ça aide. Parfois, c'est simplement les gestes. C'est d'ailleurs le travail le plus plaisant. C'est quand c'est simplement des gestes. C'est comme, je sais pas, par exemple, ça m'est jamais arrivé, mais si on doit jouer un personnage, un mec qui fait les paquets cadeaux dans les grandes surfaces, on va s'appliquer un moment à faire le paquet cadeau le plus nickel possible. Vraiment qu'il n'y ait aucun pli, que ça soit très propre, etc. Ça, c'est un grand plaisir, en fait, c'est le travail des gestes. C'est d'arriver à la perfection du geste. Et après, il y a des films sur lesquels on ne peut pas travailler. Et là, on est bien emmerdé. Notamment Perdrix. Donc Perdrix, qui est un film vraiment un peu loufoque, comme ça, avec un ton totalement décalé, où je joue un capitaine de gendarmerie. Et donc moi, j'ai fait un stage en gendarmerie. Et le réalisateur me dit, mais tu fais un stage en gendarmerie ? Je dis, ouais, j'ai besoin de me rassurer. Tu comprends, je peux pas arriver comme ça dans la gendarmerie et tout. Et quand je suis arrivé sur le tournage dans la gendarmerie, je dis, mais putain, mais pourquoi j'ai fait ce stage, quoi ? Parce que ça n'avait rien à voir, c'était n'importe quoi. Et il m'a dit, oui, tout le monde le savait. T'as lu le scénario, vieux. Donc, qu'est-ce que tu vas faire un stage en gendarmerie, quoi ? Donc bon, je l'ai fait quand même. Et après, peut-être ça m'a aidé à une certaine forme de rigidité. En tout cas, être très mal à l'aise en me disant que j'avais pas fait le travail qu'il fallait. Donc voilà, par exemple, ce film, c'est marrant parce que Perdrix, je sais pas si vous l'avez vu, si jamais vous le voyez. Jeudi soir, ici. Très chouette film. Moi, je savais pas du tout ce que je faisais là. J'avais adoré le scénario et tout. J'avais dit au réalisateur, moi, je suis un acteur premier degré. En fait, je suis incapable de faire autre chose. Je peux que faire du premier degré. C'est pas du tout. Je le revendique pas. J'adorerais faire du burlesque et tout. Je sais pas faire. Je dis donc, pourquoi tu veux me prendre dans ce film et tout ? Il dit non, mais moi je sais. Je dis ok.
Ok, donc je te fais confiance. Et, tout ça. Et j'ai fait tout le film où je comprenais pas ce que je foutais là. Mais vraiment, j'étais totalement perdu. Et je regardais les autres. Donc il y avait Nicolas Maury, Alexandre Steiger, Maud Willer, Fanny Ardant. J'ai regardé, j'ai trouvé tous géniaux. Je les trouvais géniaux. Je les regardais, je trouvais drôles, je trouvais forts, je trouvais géniaux. Je me dis, qu'est-ce que tu fous là? Et après, j'ai vu le film. Et le personnage, c'est exactement ça. Le mec, il sait pas ce qu'il fout là. Et il regarde les autres, il dit, ils sont quand même déments, quand même. Ils sont quand même déments. Et moi, je sais pas ce que je fous là. Et tu dis, ok, voilà. Donc en fait, c'était ça, le travail. C'est quand même fou, quoi. Et c'est super. Mais tu vois, mais c'est pas fait exprès. Et c'est ça Toi, tu d'ailleurs. l'avais bien compris. C'est ça quand même le truc. Ouais. C'est que c'est jamais fait exprès, en réalité. Enfin, sauf chez les Américains, évidemment. Oui. Mais en tout cas, oui, vas-y. Oui, donc juste une petite question, ça fait penser aux choses que tu as dû apprendre. Ça, c'est pour le plaisir de ceux qui un jour reverront le film. Tu as appris à faire des chocolats vraiment dans les émotifs anonymes ou quoi? Ah ouais, j'ai fait un stage en chocolaterie, ouais. Je déteste le chocolat. Ouais, c'est vraiment le mec qui fait des stages partout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai fait un stage en chocolaterie. Et vraiment, j'aime pas du tout le chocolat. Et ton compère là-dedans, parce que c'est deux garçons chocolatiers, si vous revoyez le film, c'est pas les stars du film, hein, c'est Isabelle Carré et Benoît Poelvoort, c'est un film formidable, Les émotifs anonymes, mais il y a deux garçons chocolatiers, que vous allez repérer à un moment donné, c'est Swann, et puis c'est Pierre Ninet, Okay. qui n'était pas connu non plus du tout à l'époque. Il a fait lui aussi un stage de Ah bon, on l'a fait ensemble, un stage à Courbevoie. On a fait un stage à Courbevoie. Avec des putains de plaques comme ça, immenses, avec des trucs moulés comme ça, où on devait foutre du chocolat dedans. L'enfer. L'enfer. Donc vous avez la même approche de vos rôles, vous tous les deux. Ah bah, à l'époque peut-être. Non, mais je sais pas, Pierre, je pense qu'il est... Pierre, il est vraiment... Pierre, c'est un tueur. Pierre, c'est un technicien. Je pense qu'il est beaucoup plus... Non, on n'a pas la même approche. Moi, je pense que je suis plus fragile que ça. Je suis plus en danger que ça. Pierre, comment dire? C'est un technicien. Il sait ce qu'il fait. Moi, je sais pas ce qu'il fait. Mais en même temps, chacun son créneau. Ah oui, absolument. Chacun son créneau. Eh oui, bien et sûr. voilà. Oui. Voilà. Et donc, lui, il joue des hommes forts, moi, je joue des hommes fragiles. Voilà. C'est bien. Il y a une autre question pour l'homme fragile? Non? Peut-être pas. On voit pas bien parce qu'on a la lumière dans les yeux. Ah, puis il y a quelqu'un là-bas et après ici. Non, mais il y a une personne là-bas. Ah bah oui, c'est bien, allez-y. Est-ce qu'il y a des rôles que vous rêveriez jouer que vous n'avez pas encore joué dans votre carrière? Ah bah alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai une réponse, j'ai vraiment une réponse de salopard. C'est qu'en fait, ce que je rêve de jouer, c'est ce à quoi je n'ai jamais pensé. D'accord. Donc en fait, ce que j'adore, c'est être disponible pour recevoir des scénarios, lire un truc où je me dis « Waouh, t'as génial, j'aurais jamais pensé que je pourrais faire ça. » Voilà. Mais c'est vrai que je suis pas du tout dans la... Parce que ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Avec qui aimeriez-vous travailler? Qu'est-ce que vous aimeriez jouer? Qu'est-ce que ça? Et en fait, j'ai pas du tout de réponse à ça. Je suis assez nul en projection. Donc, il y a vraiment un truc où toujours je me suis un peu laissé faire. Et par contre, il y a des surprises assez géniales. Et c'est un peu ça que j'attends. C'est-à-dire le moment où on reçoit quelque chose et on lit, on dit « Ah mais ouais, mais c'est incroyable. J'aurais jamais pensé, mais bien sûr, je vais jouer ça, quoi. » Du coup, j'ai pas d'exemple. Être un super-héros. Mais voilà, mais bon, ça c'est réglé. J'avais fait des caisses. Bon, il y a, je crois, une question par là. Voilà, là, devant. Bonjour, déjà. Bonjour. Et si vous vous en souvenez, en tout cas, mais c'était quoi votre première expérience sur un tournage? Comment vous y avez été amené? Si vous vous en souvenez, bien sûr. Ouais, bah, il y a plusieurs premières, je dirais. Mais après, j'ai eu une ou deux expériences quand j'étais enfant. Tu avais 6 ans, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, 9 ans, je crois. 9 ans. Ça, je sais plus très bien. Un film qui s'appelait La Révolte des enfants, Ouais. avec Robinson Stevenin. Et c'était un film, donc c'est La Révolte des enfants, ça se passait dans un bagne pour enfants. Et moi, je jouais le fils du directeur. Donc ils étaient tous des espèces de tenues en toile, comme ça, de bagnards. Moi, j'avais des anglaises, j'étais en redingote. L'enfer.
C'est-à-dire que tous les gamins, ils couraient, ils avaient le droit de se jeter dans le sable, de faire n'importe quoi et tout. Et moi, j'étais en redingote. Et donc, on me dit non, s'il te plaît, est-ce que tu peux ne pas monter sur le muret? Et j'avais pas du tout envie d'être. Mon père, c'était André Wims. Ouais, comédien, oui. Voilà, ça, j'ai un souvenir assez dingue parce que. C'était passé en télé, ça, c'était un téléfilm, non? Ou un film de cinéma? C'est Gérald, un film de cinéma. Gérald Poitou-Weber. Gérald Poitou-Weber, c'est un film de cinéma, je crois. Je l'ai vu, mais ça m'a pas marqué les redingotes. Ça t'a pas marqué? Faudrait que je le revoie. Mais Et alors, d'autres premières fois là... Attends, je termine. Ah oui, termine, excuse-moi. Et j'avais 9 ans et on avait des défraiements. Donc des défraiements, c'est de l'argent en fait qu'on nous donne en tournage pour manger le soir ou le week-end. Et donc il était vraiment plein de gamins comme ça. Donc il y avait, je sais pas, une personne ou deux qui gérait un peu les mômes, quoi. Mais on était 30, quoi. Et donc on avait de l'argent, quoi. On avait de l'argent pour aller manger le soir et tout. Donc on allait jouer au flipper. Et je me souviens que j'avais invité ma grand-mère au restaurant parce que ma grand-mère était venue. Je l'avais invitée au restaurant. Et j'étais vraiment hyper fier de ça, quoi. Voilà. Donc bon, c'est vrai que c'était pas passionnant de terminer là-dessus. Mais en tout cas, c'était une grande fierté. Et après... t'as dit que t'avais d'autres premières fois, peut-être. Et après, la vraie première fois, en fait... Enfin, je sais même pas si c'était vrai, ça se trouve, c'est un truc que je me suis raconté, mais je crois, quand j'avais 19-20 ans... Donc moi, je viens d'une famille de gens du cinéma. Ma mère était directrice de casting. Et en fait... j'allais la rejoindre au bureau dans lequel elle travaillait à ce moment-là, bureau de production. Et moi, je faisais beaucoup de peinture, je faisais un peu de graffiti, tout ça. Enfin, j'ai des vêtements, j'étais plein de peinture, quoi. Et donc, j'arrive là-bas, et puis il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais vous venez pour le casting ?» Et je dis « Bah non, je viens voir ma mère. » « Ah bon, mais parce que là, on fait un casting, vous voulez pas quoi, venir faire un casting et tout. » Puis en fait, donc c'était des bureaux de prod, donc il y avait plueurs castings et tout ça, et ils faisaient un truc, c'était les monos. Une série, là, sur des mômes en réinsertion là, qu'on emmène à la campagne. Ouais. Et donc, ils m'ont fait passer un casting en improvisation parce qu'ils cherchaient un gamin qui faisait du graffiti. Et donc, là, c'est mon premier rôle, quoi. Dans les monos. Et je trouvais ça dingue, quoi, d'être payé pour faire du graffiti. C'était vraiment... Ouais, parce que t'adorais faire des graffitis. En fait. Moi, j'ai fait ça pas mal, ouais. J'ai fait ça pas mal. Mais donc, j'ai envie de me raconter, c'est un peu un mensonge, hein. J'ai envie de me raconter que c'est une sorte de hasard, comme ça, qui m'a amené à faire ce métier, alors qu'en fait, je suis un enfant de la balle et que toute ma famille faisait ce métier. Mais c'est quand même parce que je suis arrivé plein de peinture un jour dans un couloir et que quelqu'un m'a dit « Mais tu viens pour le casting ?» alors que non. Et puis, j'ai eu ce rôle. Bon, après, j'étais assez mauvais. J'étais très mauvais au début. Enfin, je suis resté mauvais assez longtemps, d'ailleurs. Comme quoi, il faut persévérer. Hein? Oui. Oui, voilà. Oui. Il y a d'autres questions? Oui, non? Bah, sinon, on va peut-être t'en poser une toute dernière. Tu as un projet, là, actuellement? Il y a quelque chose qui te trotte dans la tête? Une rencontre que tu es en train de faire ou pas? Ou tu es dans l'expectative d'attendre le rôle que tu ne rêves non, pas, je dois faire un film en mars, là. Ah oui, quand même. Donc, voilà. Tu peux en dire plus ou pas? Non, bah, non. Non, bon. Ok, c'est ta liberté. C'est-à-dire, quand on parle des choses, on finit par pas les faire. Donc, autant les faire d'abord. Oui, il vaut mieux les faire. T'es un peu superstitieux, quand même. C'est ça. Ouais. Bon, il nous reste à remercier Swan Arlo d'avoir passé ce moment avec nous. Nous, on en est très, très heureux.